émission de la parole aux combattants sur votre site www.nousleescombattants.com. Chers amis internautes, chers compatriotes congolais, voilà pour notre deuxième émission Parole aux combattants. Nous nous réunissons aujourd'hui et avec des invités de prestige qui sont des combattants de la RCK. J'ai à ma droite Blandine. Bonjour. Bonjour. Papy Volcan. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez vous présenter quand même pour qu'on puisse vous connaître par nos téléspectateurs. Bonjour très chers téléspectateurs internet, donc moi je vous présente au nom de Blandine Zafutua, je suis la porte-parole du mouvement RCK. Donc nous sommes aujourd'hui pour l'invitation de notre confrère congolais pour essayer de nous expliquer certaines choses qui se passent actuellement, notamment le coup que nous venons de recevoir, le deuil que nous portons aujourd'hui par rapport à nos frères et sœurs qui se trouvent à Goma. Très chers compatriotes, je me présente Papy Volcan, le coordinateur chargé de commission politique RCK, qui est les résistants combattants du Congo. Donc nous sommes là aujourd'hui pour essayer de parler sur la situation aggravante qui se passe dans notre pays. Donc l'air est grave, c'est pourquoi nous avons répondu à votre invitation et je vous remercie de nous avoir invités sur votre plateau. Merci vraiment. En tout cas, pour cette seconde édition, je voulais vraiment que la parole aux combattants soit réellement une parole aux combattants. Donc, apparemment, vous êtes en train de dire qu'il nous est arrivé quelque chose, qu'on a l'air triste. Je vais commencer par vous, Papy Volcan. Vous dites qu'on a l'air triste, vous faites quelque chose nous est tombé. Est-ce qu'on ne s'y attendait pas? Je peux dire qu'on ne s'y attendait pas vraiment que les M23, qui est une fraction d'armée organisée par Paul Kagame, Museveni et tous les agresseurs du Congo. Et c'est une chose qu'on ne s'y attendait pas parce que récemment nous avons vu le président Hollande descendre à Kinshasa et à la francophonie. Et vu les messages qu'il avait lancés, on ne s'y attendait pas parce qu'il avait dit que les frontières de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Et aujourd'hui, nous constatons que nos frontières ne sont pas respectées et on ne condamne pas cette agression. C'est ce qu'on trouve aberrant et c'est que... Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes ici et qui êtes porte-parole du RCK? Ce que nous en pensons, c'est que, donc, comme vient de le dire mon cher confrère, c'est une surprise parce qu'effectivement, on a eu des paroles rassurantes. Avant la francophonie, on pouvait avoir des doutes parce qu'effectivement, les M23 se faisaient beaucoup, on entendait beaucoup parler d'eux. Mais suite à la francophonie, on a été rassurés par les paroles de M. François Hollande. Donc nous pensions que cette invasion ne se ferait pas. On avait mis un point sur la balkanisation. Donc on s'était dit que ça se passerait là, mais malheureusement, comme vous voyez aujourd'hui, le M23 est arrivé sur Goma, est en train d'avancer vers Bukavu, donc c'est vraiment une annexion du territoire congolais par des militaires qui ne sont pas congolais. Je vous rappelle, nous avons une belle intervention de M. Epenge, que je salue d'ailleurs, puisque c'est un des anciens artistes comédiens congolais qui jouait dans le groupe Nzoi, donc je vois qu'il a toujours ses talents. On va en revenir sur ce monsieur. Je voulais aussi répondre à ce qu'il vient de dire la porte-parole des RCK sur les propos du président français. Et de l'occasion, j'en profite pour demander au président français d'être cohérent à ses propres paroles. Donc, les frontières de la République démocratique du Congo ne sont pas respectées, mais qu'est-ce qu'ils attendent et qui nous apprennent la démocratie? Ah, d'accord, mais apparemment, on a l'impression qu'on compte beaucoup justement sur les Français, sur l'étranger. D'un côté, on les accuse, d'un autre côté, on compte sur eux. On ne compte pas vraiment. On peut compter sur eux, parce que eux, nos modèles de la démocratie. Puisque Barack Obama, lorsqu'il était élu son premier mandat,
Il avait dit que l'Afrique n'a pas besoin des grands hommes, mais l'Afrique a besoin des grandes institutions. Et le président Hollande, avec son slogan « Les changements, c'est maintenant », et nous aussi, nous attendons les changements au Congo, puisque nos frontières ne sont pas respectées, les droits de l'homme n'existent pas. Vous attendez de François Hollande qui vous amène la démocratie au Congo? Nous attendons de l'opinion internationale et la communauté internationale de regarder les dangers qui planent sur la République démocratique du Congo. Il y a des viols, il y a des massacres, et on ne peut pas comparer les malheurs des Congolais à l'Holocauste juif, puisqu'ils ont perdu 4 millions de morts, mais nous, au jour d'aujourd'hui, nous avons perdu plus de 8 millions de morts. Et c'est plus que l'Holocauste juif, nous ne pouvons pas comparer nos malheurs par rapport aux autres. Mais nous disons qu'il est temps que la communauté internationale et l'opinion internationale puissent intervenir au danger qui plane sur la République démocratique du Congo. Et nous nous qualifions au jour d'aujourd'hui, nous qualifions aux insurgés nous voulons bien qu'ils nous aident aussi, comme ils ont aidé les insurgés de Libye, de la Tunisie, de l'Égypte. Et c'est ainsi que le peuple congolais a eu plus d'espoir au message du président Obama. Si je comprends bien, ce que vous attendez, c'est que la France, la communauté internationale, vous reconnaisse, vous, pour pouvoir venir prendre la place du régime en place. Donc on vous finance, qu'on vous donne des armes, qu'on vous soutienne militairement. C'est pas question de demander des armes, c'est pas question. Il me semble que c'est ce qui se passe qui s'est passé en Libye, en Syrie. Moi je dirais, il est temps que la communauté internationale prenne conscience sur les dangers qui planent en République démocratique du Congo. Et je vais vous dire une chose, si vous ne savez pas. Le Kabila qui est au pouvoir, ce monsieur c'est un fou inconscient à la destruction de ce monde. Vous imaginez Kabila qui vend l'uranium congolais aux États voyous, excusez-moi les termes, aux États voyous comme l'Iran. Et aujourd'hui, si l'Iran en possède l'arme de destruction massive, vous croyez qu'il y aura la paix au Moyen-Orient? Nous voulons qu'il y ait la paix partout. Et nous voulons que la démocratie s'applique partout comme elle s'applique en Europe. Et c'est ainsi, nous disons, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la démocratie. La personne qui avait gagné les élections, c'était le Rwanda. Et au Congo, une question. Qui a décrété que l'Iran était un État voyou? C'est l'ONU. C'est l'ONU qui a décrété que l'Iran, c'est... Et c'est le même ONU qui a décrété, et sur le Rwanda, qu'est-ce qu'ils ont décrété? Et c'est le même ONU qui décrète qu'aujourd'hui que le Rwanda n'est pas le financier ou le promoteur du M23, alors que nous savons très bien qu'aujourd'hui le Rwanda, qui était en 1994 encore un pays qu'on traitait de pays assassins, puisqu'ils se sont tués entre eux, je rappelle 194, entre les Tutsis et les Hutus, il y a eu un massacre énorme de cette population Hutu, et aujourd'hui le Rwanda siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un peu contradictoire. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire confiance justement à ces institutions qui décrètent que tel État est voyou, tel autre ne l'est pas? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? On ne va pas parler de confiance parce que je pense qu'en domaine de politique, si on commence à parler de confiance, on ne se ferait pas confiance. On va parler d'accord, on va parler de logique et on va parler surtout d'humanité. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans la logique, il faudrait que un pays qui est attaqué par un autre soit défendu et que le pays attaquant soit traité de pays voyou. Or, nous le voyons aujourd'hui que ce n'est pas forcément le cas. Mais dans la logique, c'est comme ça que cela devrait s'appliquer. Si on parle d'humanité, on devrait respecter un peuple qui est affamé, un peuple qui est battu, un peuple qui est violé, on devrait les défendre. Or, aujourd'hui, l'ONU était sur le terrain à Goma, puisque nous avons plus de 17 millions. La plus grande opération de l'ONU au monde, et non pas en Afrique, mais au monde, se passe au Congo, à la République démocratique du Congo. Nous avons plus de 17 000 hommes qui sont sur le territoire congolais, mais on a eu une invasion de 800 personnes, 800 militaires qui sont légèrement qualifiés, mais qui ont pu rentrer dans la frontière. Excusez-moi, ces gens sont arrivés, apparemment personne n'a pu les arrêter, ils sont là aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, ils appellent à la négociation. Je voudrais savoir, vous qui êtes le chargé de la politique, qu'est-ce que vous en pensez par rapport justement à cet appel à la négociation? Parce que apparemment tout ce que le M23 réclame,
il me semble que c'est ce que vous, en tant que combattant, réclamez. Est-ce que vous voudriez négocier avec eux? Nous ne négocierons jamais avec les M23, Pourquoi? qui est une fraction militaire rwandaise et qui est financée par Paul Kagame. Et déjà, les porte-parole des M23, c'est, excusez-moi le terme, donc on n'est pas des xénophobes. À un moment, il faut avoir le courage et chercher la vérité et la dire. Donc, les porte-parole du M23, c'est un Rwandais. Et nous ne négocierons jamais, jamais avec les M23, même avec les pouvoirs de Kinshasa. S'il faut négocier avec Alliance, s'il faut négocier avec les pouvoirs de Kinshasa, nous négocierons avec eux sur les départs immédiats et sans condition de Joseph Kabila. Et point barre. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de points de mesure. On a entendu le porte-parole, en fait, le coordinateur général du RCK France, qui a fait une déclaration il n'y a pas longtemps, qui disait qu'il faut absolument, il demande un départ sans condition. Quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre justement pour obtenir ce départ de Kabila? Aujourd'hui, sans nous révéler ce que vous avez l'intention de faire, mais quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre? Les moyens que nous pouvons mettre en œuvre, vous savez, on ne peut pas tout divulguer sur les plateaux. Il y a des choses qui se préparent dans les jours à venir, peut-être ça va s'y prendre le monde. Et les Congolais doivent se prendre en charge, c'est ce que je peux dire. Les Congolais doivent se prendre en charge et nous sommes prêts à nous prendre en charge. Et nous demandons juste à la communauté internationale de nous ouvrir les cieux et la terre afin que nous puissions rentrer chez nous et vivre décemment sur la terre de nos ancêtres, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba. Et justement, il y a, il me semble, le parti de Vital Kamerhe, le parti de Ngwanda et d'autres partis semblent vouloir une union de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je dirais... Est-ce que vous négocierez avec eux? La réconciliation ne précède jamais la justice, mais elle est un acte, une recherche de la justice. Nous voulons bien nous réconcilier avec tous ces gens-là, mais à une seule condition. Qu'est-ce que Kamerhe dénoncera aujourd'hui dont il n'était pas complice? Parce que la situation qui se passe en République démocratique du Congo, Kamerhe est complice de tout ce qui se passe chez nous. Et c'est lui qui avait soutenu Joseph Kabila. C'est lui qui a fait le propagande pour Kabila. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dénoncera dont il n'était pas complice? Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui se réconcilier avec Vital Kamerhe. Ils doivent d'abord commencer par réfléchir et demander pardon au peuple congolais. Lorsqu'on dit pardon et sans pardon, il n'y a pas de vraie réconciliation. Et je dirais aussi que les pardons libèrent. Donc ils doivent commencer par demander pardon au peuple congolais qu'ils ont fait du mal. Mais il me semble que le peuple congolais, c'est souvent ce qu'on voit, un artiste fait une bêtise, il demande pardon, et puis on oublie, et le lendemain il recommence. Les anciens politiciens qui étaient avec Mobutu ont fait beaucoup de mal, ils ont demandé pardon, aujourd'hui ils sont avec Kabila. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette logique congolaise de demander pardon pour tout oublier et recommencer le mal demain? Nous ne sommes pas dans cette logique-là, puisque, vous savez, nous nous battons et nous disons haut et fort qu'il faudrait qu'il y ait un état de droit chez nous en République démocratique du Congo. Et lorsqu'on parle d'un état de droit, le peuple a ses droits et l'État aussi a ses devoirs envers le peuple. Et il y aura des institutions qui seront mises sur place et il y aura aussi une commission de déballage de tous ces gens qui ont pillé ces pays, de tous ces gens qui ont violé, qui ont participé au massacre et au viol des nôtres, et ces gens-là devraient être jugés. On ne peut pas se réconcilier avec des assassins. On ne peut pas se réconcilier avec des gens qui ont contribué à la malheur de ces peuples. Et pour ça, vous couper sans vous interrompre, monsieur le journaliste, je dirais que je ne vois pas ce que Kamerhe dénoncera aujourd'hui dont il n'était pas complice. Et quant à la PARICO, comme vous avez posé la question, moi je dirais que nos relations avec la PARICO nous sommes en très bonnes relations avec la PARICO, mais c'est des relations qui sont un peu hypocrites, en quelque sorte. Ouais. Ah bon? Ouais. Pourquoi?
Pourquoi? Expliquez-moi un peu. Ben, il serait mieux, moi je mérite bien avoir un représentant d'Aparico et faire un débat face à face et essayer d'établir de l'ordre dans ces combats, puisqu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent et les Congolais ne savent pas, mais il y a des relations hypocrites entre nous. Il faudrait qu'on puisse en parler. Qu'on puisse en parler. Bah, écoutez, le rendez-vous est pris, hein, on attend une personne de l'Aparico. De toute manière, on essaiera de les contacter pour essayer de faire un débat avec eux. Je passe à vous, Blandine. Il me semble que la diaspora a écouté le fameux monsieur Epengue, dont vous étiez en train de nous expliquer un tout petit peu son curriculum vitae. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par... Mais pour terminer justement ce que je disais par rapport au curriculum vitae de M. Epengue, c'est que M. Epengue, enfin j'ai été surprise moi quand j'ai vu ce monsieur Epengue, le nom me disait vaguement quelque chose de visage, pas trop parce que j'avais vaguement le souvenir de son visage, mais après une recherche, on s'est rappelé que M. Epengue était un de nos artistes comédiens qui jouait à l'époque dans le groupe Nzoï avec M. Mangombo et d'autres artistes. Donc quand je l'ai vu, parce que sa prestation hier était très convaincante, hein, M. Epengue, bravo, vous êtes toujours un si bel acteur. Donc je me suis dit, cet homme-là est un bel orateur. Est-ce que vraiment il a fait des cours d'oration ou est-ce qu'il a appris à parler comme ça? Et c'est à ce moment-là que, effectivement, son nom me disant quelque chose, j'ai recherché et on s'est rendu compte que c'était bien notre fameux artiste comédien, M. Epengue. Donc je me pose des questions. Est-ce que depuis qu'il a quitté le groupe Nzoï, il est devenu militaire et suite à ça il est devenu colonel, parce qu'hier on l'appelait M. Colonel Epengue? Ou est-ce que c'est un titre qui s'est accaparé parce qu'il a un rôle d'acteur à faire? Parce que je me suis dit, il joue l'acteur là. Mais et vous le jouez très bien, M. Epengue. Mais est-ce qu'il vous a convaincu? Non, personnellement, il ne m'a pas convaincu. Mais, écoutez, moi je vois sur Facebook et tout, et j'ai des personnes avec qui j'ai discuté, qui semblent être séduits, qui disent qu'ils sont fatigués des marches, ils sont fatigués de la résistance. Il me semble que ces personnes-là ont été séduites par le discours de M. Epengue. Et je comprends, puisque je lui dis que M. Epengue était déjà à l'époque un très bon acteur, donc je comprends que les gens ont pu être séduits par ses paroles. Mais sachez que dans tout ce que M. Epengue a dit, à aucun moment il n'a parlé du peuple congolais. À aucun moment il a parlé des blessures, des viols que le peuple congolais subit. Il a juste évoqué une chose pour parler des injustices et des manques de droits de l'homme au Congo. Il a cité Armand Tungulu et M. Chebeya. Chose que n'importe qui pourrait faire, n'importe qui pourrait dire. Donc ça ne donne pas de lui un regard franc et réel sur le malheur du peuple congolais. M. Epengue a parlé des accords qu'il aurait signés avec M. Kabila. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, s'ils ont signé des accords, c'est qu'ils se connaissent avec M. Kabila. C'est qu'avant que M. Kabila arrive au pouvoir, ils étaient en confrérie ensemble. Oui, mais il me semble que lui n'est qu'un simple représentant. Ce n'est qu'un représentant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a cité le nom de son président, le président, parce qu'on parle généralement du général Bosco, il me semble, qui serait le général du M23, le général militaire. Par contre, ils ont un président qui lui est tout à fait rwandais, car son nom, je m'échappe parce que vous savez, les noms rwandais sont des fois un peu compliqués à prononcer, mais excusez-moi, mais la prochaine fois je ferai l'effort de l'écrire et de vous le prononcer. Mais quand vous dites rwandais, vous n'avez pas l'impression d'être un peu, comment dirais-je, xénophobe? Je pense qu'il faut arrêter de faire l'hypocrisie. Il me semble qu'on nous attaque justement. Non, il faut arrêter l'hypocrisie. Les Congolais en général, on dit que les Congolais sont xénophobes, qui sont contre les Tutsis, qui ne se... Vous savez, quand la population juive a été attaquée par les Allemands, on disait les Allemands, ce n'était pas xénophobe. Quand la France a été envahie par les Allemands, on disait les Allemands ont envahi la France, qui n'était pas xénophobe. Aujourd'hui, c'est les Rwandais qui nous envahissent. Pourquoi est-ce qu'on serait xénophobe? C'est tout à fait normal de désigner les personnes qui nous agressent. Donc ce sont les Rwandais qui agressent le peuple congolais. Il n'y a rien de xénophobe. Il me semble que dans le Rwanda, il y a des Hutus, il y a des Tutsis. Après, c'est les Tutsis rwandais, effectivement, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu un massacre entre les Tutsis et les Hutus. Donc, massacre engendré par les Tutsis à l'encontre des Hutus, qui d'ailleurs se sont réfugiés au Congo. Ces fameux réfugiés qu'on appelle les Banyamulenge. Donc les Hutus sont en majorité sur le sol congolais. Et les Tutsis qui ont pris le pouvoir au Rwanda aujourd'hui... Est-ce que vous êtes prêts, justement, apparemment, si j'écoute bien, vous n'êtes pas trop d'accord pour travailler avec Vital Kamerhe, vous n'êtes pas trop d'accord pour travailler avec
Banda et les Hutus, vous êtes prêts à travailler avec eux? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y a une chose que le peuple congolais doit comprendre, c'est qu'il est temps, mais il est vraiment temps que ce soit nous, les Congolais, qui puissions travailler sur notre sol et pour notre sol. On a besoin effectivement de l'opinion internationale, on a besoin des institutions internationales, parce qu'effectivement, dans ce monde tel qu'il est fait, ce sont eux qui ont plus ou moins lancé cette vague de démocratie. Donc on a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Mais en réalité, c'est seulement nous, les Congolais, qui devons travailler pour que notre pays demain devienne un état de droit, devienne un pays grand et devienne surtout un pays riche économiquement parlant et non pas minièrement ou sous-seulement parlant. Parce qu'aujourd'hui, on compte le Congo comme un pays très riche, oui, mais économiquement, la richesse ne se fait pas ressentir. Ben justement, par rapport à la richesse, la première richesse, c'est les hommes. La diaspora, il me semble que ça a été une richesse, même si ça a été contesté par, il me semble, le Premier ministre lorsqu'il est venu ici. On a entendu dire qu'il y a eu une réunion de tous les combattants. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Mais tout justement, cette réunion que nous avions l'initiative il y a quelques temps de faire, déjà il y a quelques mois, nous n'avons pas pu le faire, mais nous avons réussi à le faire le 10 novembre. Cette réunion-là rassemblait tous les combattants congolais sans étiquette, donc RCK et tous les autres, RD Congo, enfin tous les autres combattants congolais. Nous nous sommes réunis déjà d'une part pour faire un bilan total de toute l'année, depuis avant les élections, pendant les élections et après les élections. Donc pour savoir qu'est-ce qui a été bénéfique, qu'est-ce que les Congolais ont compris, qu'est-ce que les Congolais n'ont pas compris. Et nous avons en même temps essayé de tirer une conclusion de ce bilan-là en se disant, voilà, une fois que les élections sont passées, nous avions telle position par rapport à la diaspora, par rapport aux commanditaires, par rapport aux musiciens, par rapport aux pasteurs, par rapport aux hommes politiques. Aujourd'hui, quelle position devons-nous adopter? Suite à cette réunion, il y a eu énormément d'intervenants et d'ailleurs je remercie toujours tous les combattants qui ont répondu à cette invitation. Je vous rappelle que nous allons avoir une deuxième session dans pas très longtemps, on vous communiquera la date et ça sera justement pour répondre aux nombreuses questions que vous nous avez posées. Donc cette réunion a été lancée tout justement pour pouvoir recadrer notre mouvement, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait aujourd'hui faire concrètement sur le terrain pour que effectivement M. Kabila quitte notre pays. Mais est-ce que l'actualité, justement, n'a pas bouleversé il y a à peine 10 semaines, tout à fait. Cette réunion, enfin, au 10 novembre, l'actualité n'était pas encore présente, mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, on se donne raison d'avoir fait cette réunion puisque ça nous a permis de nous rassembler encore plus, reformer l'unité que nous avions avant les élections et en même temps de nous permettre aujourd'hui d'avoir un discours cohérent et des actions cohérentes vis-à-vis de l'attaque que nous avons aujourd'hui vers le M23. Le M23 prône elle prône l'illégitimité de M. Kabila, comme nous on pourrait dire. Le M23 prône la libération, l'application des droits de l'homme, comme les combattants. Mais il y a une différence avec nous, c'est que nous les combattants, nous sommes des Congolais et que nous voulons réellement que notre pays change, que nous voulons réellement que le peuple congolais puisse vivre décemment, manger à sa faim, puis les enfants puissent aller à l'école, qu'il y ait une université pour qu'on puisse demain créer des élites politiques, des élites économiques. Et ça, je ne pense pas que le M23 le veut. Le M23 veut certainement seulement les richesses du sol. Et ça, je pense qu'en étant sur Boma, ils ont déjà eu le temps de s'approvisionner. C'est pour ça qu'ils ont pu s'acheter ces armes, bien sûr. Chose que nous n'avons pas la possibilité de faire en tant que Congolais. Je voulais vous demander justement... Je voulais juste répondre à ce qu'a dit ma soeur tout à l'heure concernant la réunion du 10 novembre. Et dans cette réunion, j'avais pu ramener 4 propositions sur les différentes commissions. Et la première commission, c'était pour une branche politique et une branche qu'on appellera les Banabilaka, dont nos frères des JCK, Congo de demain se retrouvent et nous convergeons avec eux puisque nous avons des mêmes idées et nous avons les mêmes objectifs dans ces combats de la libération du Congo. Et j'avais aussi proposé une branche des pasteurs qui seront là pour prêcher les peuples congolais, afin qu'ils puissent au moins défendre la terre de ses ancêtres, puisque dans la Bible, nous avons vu aussi, je ne suis pas pasteur, mais il est écrit que dans la Bible, nous avons vu l'histoire, nous connaissons tous l'histoire de Naboth et
les rois Akab et Naboth n'avaient pas non plus voulu céder la terre de ses ancêtres au roi Akab qui était plus puissant que lui. Il avait dit que si je te donne la terre de mes ancêtres, que Yahweh me garde et je serai maudit. De cette façon-là, j'ai étendu aussi la main aux vrais pasteurs qui prêcheront de la bonne parole, qui diront à ces peuples qui attendent somnoler dans ces églises de réveil. Tout le monde le fait. Je veux dire, tous les partis politiques le font. Il y a Kabila, il me semble, qui a des pasteurs aussi. C'est des pasteurs, c'est des pasteurs vérés, des pasteurs vendus. Et nous voulons des vrais pasteurs comme les pasteurs qui ne défendent pas la Bible, qui défendent vraiment la Bible comme la parole la demande quoi. Donc la Bible c'est une constitution et sur ce, et j'en profite de l'occasion pour tendre la main à notre pasteur, comment il s'appelle non, pas les pasteurs Francis Lola, l'un des pasteurs qui se bat aussi pour la libération de son pays. Et il y en a beaucoup, mais c'est pas pour polémiquer, mais dis-moi, lui, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment de la conviction pour la libération de son pays. Et j'avais aussi proposé la branche militaire, dont on va lancer le message dans les jours à venir, puisque nous devons nous définir comme étant des insurgés et non comme des groupes associatifs. Donc, et après, une cinquième proposition qui vient de m'arriver tout à l'heure, et je dirais que nous devons aussi préparer les relèves afin que les Congo de demain soient dirigés par les jeunes aussi. Donc, si je comprends bien, vous pouvez aussi négocier avec d'autres partis politiques. Vous avez fait appel aux pasteurs, donc on peut élargir. Avec les Congolais, on peut élargir. Avec la Pareco, par exemple, on peut élargir avec... Pour votre information ou pour votre connaissance, l'RCK est une plateforme. Nous tendons la main à tous ceux qui veulent militer avec nous pour la libération de notre pays. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons soutenu le président Tshisekedi, tout justement, lors des élections, et nous appuyons toujours le statu quo qui est actuellement au Congo. Et je dirais qu'il est temps que tous ceux qui... Bon, j'ai dit libre conscience à ceux qui militent vraiment pour les Congos et non à ceux qui militent pour se positionner et non à ceux qui militent pour leur ventre, mais à ceux qui militent pour qu'enfin notre patrie, la République démocratique du Congo, soit vraiment libérée de ces agresseurs et des pouvoirs d'occupation qui nous occupent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ok, il y a un pouvoir usurpateur qui est au Congo, l'échéance 2016. On entend certains se positionner sur l'échéance 2016. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Parce que il me semble que je ne sais pas, un pays qui est en guerre, on ne sait pas ce qui deviendra ce pays-là. Il y a déjà des personnes qui se positionnent pour 2016. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Moi, je dirais, vous savez, concernant les gens qui se positionnent déjà pour 2016, effectivement, j'ai suivi ça à l'internet. Il y a un mec qui habite ici en France qui se projette déjà pour être candidat en 2016. Et je dirais qu'à des fois, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. L'air est grave au Congo. Nous n'avons pas le temps de polémiquer. Et la personne qui va être candidat en 2016, je ne sais pas s'il répond à la constitution congolaise, s'il répond aux critères de la constitution congolaise pour poser sa candidature. Donc, sur ce, je ne vais pas aller trop loin. J'ai dit, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Pour rebondir dessus, écoutez, effectivement, l'heure n'est pas encore à la candidature de 2016. On est encore sur une élection qui vient de passer il y a à peine un an, sur lequel on conteste le candidat actuel, enfin le président actuel, autoproclamé Kabila. Donc on est là d'abord pour essayer de restaurer d'abord cet état de droit, cette violation que nous avons eue des droits de scrutin, les droits légitimes de vote, par ailleurs, nous, la diaspora, avons été victimes. Puisque logiquement et normalement en termes de droit, la diaspora ne peut pas être exclue
des votes dans son pays. Mais nous, diaspora, nous avons été exclus des votes dans notre pays. Ce qui veut dire déjà que c'est une première violation de l'état de vote et de scrutin majoritaire au Congo. Donc déjà, rien que pour cette raison-là, les élections devraient être annulées. Alors l'opinion internationale, arrêtons de faire l'hypocrisie quand on dit que oui, effectivement, il y a eu tricherie. La première des tricheries, c'est d'exclure déjà une partie de la communauté congolaise au vote. C'est déjà une des premières violations. Donc pour cela, les candidats de 2016, nous n'en sommes pas encore là. Si effectivement votre candidature c'est sérieuse et qu'elle rentre dans le cadre de la constitution congolaise, on verra ça à ce moment-là. Pour l'instant, notre priorité, c'est de chasser Kabila sur le pouvoir, de récupérer un état de droit, de sécuriser nos frontières et que notre population puisse manger et vivre décemment. Oui. Mais à ce qu'ils sachent, il semblerait que la personne qui veut postuler aux élections présidentielles de 2016 ne répond pas à la constitution congolaise. C'est qui cette personne? Ah, vous savez, je ne suis pas venu sur votre plateau pour citer les noms des gens et l'heure est grave, il faut parler des choses sérieuses. Donc c'est pourquoi j'ai pas arrêté de dire cette personne-là se reconnaîtra et c'est pas pour rien que j'ai dit il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Le combattant fait d'un langue de bois, mais c'est pas grave. Alors apparemment pour finir, il y a un sitting que vous préparez. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire qu'est-ce que vous attendez de ce sitting-là justement? Alors, pour le sitting que nous avons organisé, donc ce sera ce vendredi 23 novembre, donc devant le palais de l'Élysée, donc le palais présidentiel, à partir de 14 h. Donc pour ce sitting, nous avons décidé de faire ce sitting parce que nous avons eu une violation de territoire congolaise, donc à l'est de Kivu, dans la ville de Goma. Nous avons eu donc ce M23 qui a envahi la ville de Goma. Donc par rapport à ça, nous avons décidé, nous, Congolais de la diaspora combattants, de manifester contre cette injustice, contre cette violation des territoires. Mais je mets un mais parce qu'effectivement, ceux qui ont suivi l'intervention de M. Mpenge hier, qui ont suivi aussi le discours de M. Kabila, président autoproclamé, qui fait appel bizarrement aujourd'hui à la diaspora, qui fait appel bizarrement à la population, dit à la population de se mobiliser, Mpenge qui appelle la diaspora de l'autre côté. Nous, si nous faisons ce sitting, ce n'est ni pour la mobilisation de M. Kabila, ni pour répondre à l'appel de M. Mpenge. Nous faisons ce sitting uniquement pour dénoncer la violation de notre territoire congolais en tant que combattants résistants et en tant que Congolais. Et surtout, nous continuons à dénoncer l'usurpation des urnes, nous continuons à dénoncer les viols qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je crois que M. Mpenge, vous avez été accusé hier par le journaliste des différents viols qui sont générés donc, à Goma. On dit que certains membres de votre groupe militaire, effectivement, sont des auteurs. Donc, nous ne sommes pas là pour vous, M. Mpenge, et nous ne serons jamais là pour vous, M. Kabila. Donc, pour finir, est-ce que vous pouvez passer un message à nos internautes? Enfin, pour finir, j'en profite de l'occasion pour demander au président François Hollande qui nous avait donné un beau slogan et les changements c'est maintenant et nous attendons aussi les changements au Congo. Et pour les Français. Non, c'était pas seulement pour les Français. Il me semble que vous avez suivi son discours au Dakar. Il avait dit que l'époque de France-Afrique est révolue et comme cette époque-là est révolue, il serait mieux aussi qu'il y ait des changements partout en Afrique. Nous attendons de lui qu'il y ait la vraie démocratie en Afrique. Nous attendons aussi du président Barack Obama qui nous avait dit que l'Afrique n'a pas besoin des grands hommes, mais l'Afrique a besoin des grandes institutions. Et nous voudrions que ces institutions s'appliquent en Côte d'Ivoire. Là où il y a eu des élections, nous savons tous, celui qui a gagné, c'est Laurent Gbagbo qui se retrouve aujourd'hui à La Haye. Et Ouattara, c'est un récipiendaire des élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections en République démocratique du Congo que nous ne cesserons jamais de réclamer la vérité des urnes. Il faudrait que le président Hollande et le président Obama puissent nous aider. Et enfin, que la démocratie s'applique partout. C'est ça le message que je voulais lancer. Et quant à nos frères congolais, je dirais qu'il est temps, nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons plus compter sur des gens. Parce que
si nous croisons les bras et que nous restions comme ça, en train de compter sur les gens, les mains ne tombera plus du ciel. Il est temps que nous nous prenions en charge et que nous nous battons pour défendre les nôtres et enfin que la terre de nos ancêtres nous soit rendue. Et je dirais aussi qu'il y avait un passage de Patrice Emery Lumumba qui avait dit que les peuples congolais ont le droit de vivre décemment sur la terre de leurs ancêtres. Donc, très chers compatriotes, tenons bon et nous vaincrons. Pour rebondir, si vous me permettez de donner aussi un petit mot de la fin. Donc pour revenir un peu sur M. Hollande, effectivement, vous avez fait beaucoup de promesses. C'est juste qu'aujourd'hui, moi je crois toujours en vous, M. Hollande, contrairement à certaines personnes, parce que l'RCK croit toujours en lui. Ça aussi, ça. Et nous sommes aussi une nouvelle alternative pour les changements au Congo. Nous sommes prêts à diriger l'assainissement de ces pays. Tout à fait. Donc, M. Hollande, vous aviez effectivement rappelé lors de la francophonie qu'il n'y avait pas de... Le seul pays démocratiquement qui était dans la démocratie, c'était pour vous le Sénégal. Et que tous les autres devaient prendre exemple sur le Sénégal. Au Sénégal, nous avons vu comment les élections présidentielles se sont passées, se sont déroulées et ils ont très bien fini. Aujourd'hui, nous demandons à ce que l'exemple que vous nous avez donné, M. Hollande, que vous puissiez le donner aussi au gouvernement, enfin aux personnes dirigeante au Congo, puisqu'effectivement vous avez dit M. Kabila, ces paroles-là, ce n'est pas pour que nous, la population, ne puissions l'entendre, c'est pour que vous puissiez le faire appliquer directement aux usurpateurs des urnes, aux usurpateurs du pouvoir, puisque nous, aujourd'hui, le peuple congolais, nous avons voté pour une personne, c'est M. Tshisekedi Wamulumba que nous avons désigné en tant que président, et nous entendons que ce soit lui qui soit le président du Congo. Pour nos très chers frères et sœurs congolais, en tout cas, il y a une chose que je ne cesserai de répéter, et je continuerai toujours à le répéter jusqu'à ce qu'on arrive au terme de notre combat, c'est qu'il ne faut pas qu'on se fatigue. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on puisse dire contre notre pays, sachez qu'on peut perdre un père, on peut perdre une mère, on peut perdre un frère et une sœur, mais si on perd un pays, on a tout perdu. Aujourd'hui, allez demander un certificat d'apatride à l'OFRA de Paris, de France. Est-ce qu'on vous l'accordera? Non, parce que vous avez un pays. Donc, pour vous dire que tout le monde sait que le Congo appartient aux Congolais. Aucun Congolais aujourd'hui n'a un certificat d'apatride, tout simplement parce qu'il a une patrie. Alors, Congolais, battez-vous pour votre patrie, parce que personne ne le fera pour vous. Sachez-le, tous les autres qui viennent autour, ce sont des vautours, qui viendront piquer quelque chose dans votre pays, mais jamais vous faire instaurer dans ce pays-là. Alors, battons-nous jusqu'au bout, ne nous fatiguons pas, hommes, femmes, enfants. Nous sommes là pour le Congo et nous le resterons. Et au nom du RCK, une fois de plus, nous sommes debout et nous resterons debout jusqu'à la fin. Ces belles paroles, nous terminons notre émission. Et je remercie le site nouslescombattants.com. La parole aux combattants se termine aujourd'hui et à la prochaine. Merci. Une fois Namboka, Mose Atimbeli Bae l'esprit à Bako depuis Kigali. Sopa Kundungu, Dansa Balade, Nenga Dimite, s'il vous plaît. Qui a dit pour Mose, le Kola Samson, Afungola Kimolema et Paya Ipolila. Suke Katani, Nakataka Fiage, dernier de mon que c'est Alekibe Mose. Basega Seba Rocket, même Bagito Kere, surtout na Bagan. Quelle horreur! En tout tassement à payer, Morono Mizada, Adita Melekol.